Bonjour à tous et à toutes. Euh, Aujourd'hui, on va parler du coût de la vie en Israël. D'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Valérie Alphon. Je suis conseillère en budget et j'aide les gens à gérer leur budget. Je suis déjà venue plusieurs fois en France lors des salons de l'ALIA avec l'agence juive. Dans les salons, en général, j'arrive à faire des simulations de budget prévisionnel. Ensuite, en Israël, j'anime aussi des ateliers de gestion de budget. Et donc, on apprend à comprendre la fiche de paye, à comprendre quelles sont nos factures, etc., etc. Je recommence déjà à partir du 2 juillet, je serai à Natania pour une nouvelle série de rencontres. Je suis aussi bénévole à l'association Pas Anonyme et j'ai aussi écrit un livre en français, je vous le montre, Slow Shopping Therapy, Consommez moins, vous irez mieux, qui est publié aux éditions Albin Michel, où je vous aide et vous motive pour gérer le budget et pourquoi c'est important, et on va en parler aujourd'hui aussi. Alors déjà, le coût de la vie en Israël, il y a plein de gens qui disent que la vie est chère en Israël. Personnellement, j'ai fait mon alia il y a 26 ans, après une maîtrise de gestion à Dauphine, et je me rends compte à quel point c'est un problème pour les Olim et pour les futurs Olim. Alors d'abord, de quoi on parle, de qui on parle quand on dit que la vie est chère? D'abord, il y a les retraités pour qui c'est difficile à cause de la baisse de l'euro. Et quand je les rencontre dans les salons de l'IA, je me rends compte qu'il y a vraiment une peur par rapport à ça, surtout quand on a une petite retraite. Et donc, ce que je fais avec eux, c'est que j'essaye en fait de voir combien ils ont besoin pour vivre et donc combien il leur reste après pour le loyer. Parce qu'en fait, on va en parler, hein, c'est un des postes qui est un poste qui est central. D'accord. Et on en parlera un petit peu plus loin. Il y a aussi les gens qui sont actifs, donc des gens qui travaillent et qui donc ont l'intention de venir travailler en Israël. Et là, il y a un petit souci. Et quel est le souci? C'est que souvent, la plupart du temps, les gens ne savent pas combien ils vont gagner. Alors, comment ils vont faire des choix de vie qui vont avoir des implications financières sur leur budget, alors qu'ils ne savent pas vraiment combien ils vont gagner? Très très souvent, il y a ce souci en fait, parce qu'en fait, bon, on dit beaucoup que les salaires sont bas en Israël, et je voudrais un petit peu casser ce mythe. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le salaire moyen en Israël est pas très loin du salaire français moyen. Le salaire minimum est quasiment le même. Mais en fait, ce qui pose problème, c'est que très souvent, les Olim vont gagner moins que ce qu'ils gagnaient en France. Et pourquoi? Pour quelles raisons? Parfois, leurs diplômes ne sont pas reconnus. Parfois, ils n'ont pas la langue. Ils ont un hébreu un petit peu, pas de très haut niveau, et un anglais parfois inexistant. Donc, ça peut poser problème dans certaines professions. Et aussi, bien sûr, ils n'ont pas les réseaux. Et donc, ils arrivent, en fait, c'est un petit peu comme s'ils avaient 20 ans, en fait. Même s'ils ont 40 ans et qu'ils ont bossé toute leur vie en France, c'est un petit peu un souci, parce qu'en effet, ils arrivent et souvent, parfois, leurs salaires ne sont pas les mêmes que ce qu'ils étaient en France. Et c'est vrai qu'ici non plus, c'est pas non plus l'Inde, hein, c'est au niveau du coût de la vie, on va en parler tout de suite d'ailleurs. Et donc, ça demande des ajustements, et on va en parler, bien sûr, un peu plus loin. Alors, maintenant, je voulais dire que est-ce qu'on peut comparer les postes budgétaires? Est-ce qu'on peut comparer, par exemple, qu'est-ce qu'on peut comparer? Est-ce que, quand on va prendre l'exemple du logement, est-ce qu'on peut comparer les prix de quelle ville avec quelle ville? C'est-à-dire, on va dire, on va comparer les prix de Paris avec les prix de Beersheba, ou alors les prix de Strasbourg avec les prix de Tel Aviv. Bon, vous voyez que c'est pas toujours possible, parce qu'on peut pas, c'est pas vraiment comparable. Et donc, le mieux, c'est d'essayer d'appréhender chacun des postes budgétaires, et pour essayer de comprendre vraiment comment on peut les appréhender chacun séparément et dans leur ensemble. On va commencer par le logement, parce que, comme vous le savez, hein, les prix ont beaucoup augmenté à l'achat
comme à la location ces dernières années. Je ne vais pas vous donner les raisons, mais parce que j'ai pas trop le temps non plus. Mais c'est vrai que ça a augmenté et ça, bon, tout le monde le dit. Et donc à ce niveau-là, je voulais faire avec vous d'abord une petite simulation sur Yad Shtaim. Pourquoi Yad Shtaim? Parce que justement, souvent, je rencontre les Olim et parfois ils ne savent pas du tout où habiter. Et en fait, ou alors ils savent, mais ils ont une idée, les futurs Olim, hein, quand je les rencontre en France, et ils me disent, mais je ne sais pas combien ça coûte. Quand je lui pose la question, combien les loyers dans la ville, on va dire que vous voulez habiter à Netanya, quels sont les loyers à Netanya pour un 3 pièces ou un 4 pièces? Ils n'en savent rien. Donc c'est pour ça qu'il faut auparavant avoir une idée. Et donc c'est pour ça qu'on va faire une petite simulation sur Yad Shtaim tout de suite. Alors, merci Aurélie. Voilà. Alors, attendez. Ici. Voilà. Entre-temps. Alors Yad Shtaim, c'est le site yad2.co.il, d'accord? Yad2, ah oui, Yad2, des formations, .co.il. Donc on arrive voilà, à ce site. Et donc on va tout de suite voilà, cliquer sur Nadlan. Alors Nadlan, ok, c'est immobilier. Donc on va cliquer. Voilà. Et donc on a cette fenêtre-là. Et on va choisir. On va choisir si on veut acheter ou si on veut louer. Alors on va faire une location et on va dire Dirot les Askara, ok, parce que souvent les Olim ont envie, enfin au départ ils ont plutôt, ils choisissent plutôt de louer parce qu'ils savent pas vraiment dans quelle ville ils veulent habiter. Donc on va aller à Dirot les Askara, et Askara ça veut dire location. Donc attendez, on va essayer d'y arriver. Hop, pourquoi ça marche pas? Comment? Ah oui, d'accord. C'est pas l'ordi, c'est pas mon ordi. Ah super, merci. Donc voilà, et on arrive à ça. Et là, on a une fenêtre donc qui s'ouvre. Je le fais plus gros comme ça, on peut voir un petit peu. Attendez, voilà. Et là, on a une fenêtre, et là, on a voilà, Yeshuv. Yeshuv, ça veut dire la ville. Donc on va taper le nom de la ville. Ok. Ici, vous voyez, c'est là, ça s'ouvre. Et donc on va taper. Attendez. Voilà, on va taper au hasard, écoutez Netanya, ok, au hasard. Bien sûr, je vous dis ça au hasard, mais voilà, Netanya, ok. Ok, ensuite, on va faire le nombre de pièces, ok. On va choisir entre 3 et 4 pièces, ok. C'est Cheder, 3, vous voyez. Mi Hadarim, donc à partir de 3 pièces. Ad Hadarim, ok, 4 pièces, on va dire, voilà, et ok, c'est pas compliqué, et après on va ici, attendez, hop, voilà, on va à Rapes, chercher, voilà, et ok, on y est. Ah ben alors là non, on a un petit souci, oui, plage bleue, voilà, et normalement, voilà, donc on a une idée des prix des appartements sur Netanya. Voilà, un 4 pièces 4003, 4000, 4005, alors qu'on a quand même des 3 pièces à 2007, oh, c'est intéressant. Ou alors à 4000, vous voyez, on se fait une idée, 3008 pour les 4 pièces, 4002 et 3002. Donc là, c'est intéressant parce qu'on arrive à se faire une idée de la moyenne des 3 pièces et des 4 pièces dans une ville donnée. Alors quand on rentre, on va rentrer, attendez, on va rentrer dans un 3 pièces à 3002, ça a l'air intéressant, donc on rentre. Et donc on obtient ça. Vous voyez, Dira Askara, donc c'est un appartement à louer. Ils nous disent un petit peu le nombre de pièces, à quel étage, ok, et ils nous donnent un petit peu les caractéristiques du bien. Et on va parfois, mais pas toujours, ils nous donnent la possibilité de savoir combien on paye en Vaad et en Arnona. Mais bon, là, je pense pas que ça nous donne. Et là, si vous voulez des photos, vous voyez, là, si vous avez le numéro de téléphone, et donc vous appuyez ici, vous pouvez appeler la personne. Et puis il n'y a pas vraiment de photos non plus, mais enfin bon,
on se demande un peu ce que c'est, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous compreniez comment on peut surfer sur Iyad Shtaim, sur Iyad 2. Je vous raconte une petite histoire. Il y a, je pense que c'est bon. Oui. Je raconte une petite histoire pour la petite histoire. Alors, c'est pas compliqué, hein, comme vous voyez. Pour la petite histoire, nous avons, une fois, j'ai rencontré des futurs Olim dans un des salons et je leur ai fait un petit tuto. Ce petit tuto-là, pour leur apprendre à comprendre comment surfer sur Yad Shtaim. Et après, ils sont venus me voir dans un autre salon et ils m'ont dit, on a acheté l'appartement grâce à vous et grâce à vos conseils et de Yad Shtaim. Donc, j'étais ravie. Donc voilà, donc ça c'est... alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir les agents. Il y a des agents très honnêtes et très bien, qui ont des biens qui pourraient vous correspondre. Donc c'est clair. Mais déjà, pour avoir une idée, d'accord, avant de se lancer en Israël, il y a des fois, vous savez, il y a des gens qui ne savent pas si ils veulent habiter dans une ville ou une autre ville. Il y a une ville qui est moins chère, une ville qui est plus chère, mais en fait, ils n'en savent rien. Et donc, quand ils surfent sur Yad Shtaim, ils peuvent prendre des décisions par rapport à ça, vous voyez, par rapport à leurs moyens et voilà, donc en fait par rapport à ce qu'ils ont envie de faire, parce que encore une fois, comme je vous ai dit, pour beaucoup de personnes qui ne savent pas combien ils vont gagner, c'est un petit souci de faire un choix, mais on va en parler tout de suite. Voilà, ça c'était pour le petit tuto Yad Shtaim. Et donc voilà, et donc il y a des questions à se poser hein, quand il s'agit de logement. La première, c'est vraiment, comme on l'a dit, le choix de la ville. Le choix de la ville, quelle ville habiter? Alors, évidemment, il y a des villes moins chères, des villes plus chères. Il y a aussi, il y a des facteurs qui font qu'on veut choisir une ville ou une autre. D'abord, le facteur travail, bien sûr, parce qu'il y a des fois où on dit, bah, écoutez, il faut que j'habite dans tel endroit en Israël parce que, j'ai plus de chances de trouver un travail intéressant et où je serai mieux payé. Je comprends tout à fait, mais on n'est pas, encore une fois, on n'est pas obligé d'habiter à Tel Aviv même si on veut vivre dans le centre d'Israël. On peut tout à fait habiter dans la périphérie et surtout dans des endroits qui sont bien desservis par les transports en commun. Parce que un des soucis aussi, qui a une des questions qu'on va se poser, on en parlait tout à l'heure, c'est la voiture. Est-ce que oui ou non on achète une voiture? Donc on va développer ce sujet tout à l'heure. Maintenant, donc la première question, c'est la question de la ville. Hein. Donc encore une fois, les prix à Tel Aviv, c'est pas les prix à Holon ou à Lod. Hein. Je donne justement des exemples de villes qui sont dans la périphérie de Tel Aviv. Donc voilà, vous avez d'autres possibilités que d'aller vous habiter dans le centre de Tel Aviv. Ensuite, donc la deuxième question, c'est le quartier. Si vous avez choisi votre ville, il y a des quartiers qui sont plus chers que d'autres, là aussi, à vérifier. Et des quartiers qui sont mieux desservis que d'autres par les transports en commun, à vérifier. Aussi l'immeuble. Quelle sorte d'immeuble vous allez choisir? Je voudrais raconter une petite histoire. Une fois, j'avais rencontré cette famille qui avait choisi d'habiter dans un immeuble neuf avec lobby, tout ça, donc très très classe, et donc très très cher aussi. Et je l'avais rencontré, et puis ils avaient du mal à joindre les deux bouts, et je leur avais conseillé de passer dans de l'ancien, qui était beaucoup moins cher. Et ils m'ont dit oui, mais bon, on aime le quartier, tout ça, et puis on aime l'immeuble. Bon, très bien. Et j'ai rencontré donc cette dame 3 ans plus tard. Malheureusement, elle était endettée. Vraiment, c'était la différence en fait entre un appartement dans du neuf et dans de l'ancien. Donc, je crois qu'ils louaient à 7 000 et ils auraient pu trouver dans l'ancien à 4 000. Eh bien, c'était 3 000 shekels de différence par mois. Et ils étaient endettés j'avais fait le calcul en fait, 3 000 x 12 x 3 ans. C'est vraiment la différence entre les deux, les prix des deux locations en fait. Donc, vraiment... choisissez bien la ville, le quartier, l'immeuble et aussi donc le nombre de pièces, la grandeur de l'appartement. Il y a encore aussi une question qui se pose, c'est-à-dire souvent quand je rencontre les familles, elles me disent souvent oui, on aimerait bien prendre 5 pièces, etc. Quand je leur pose la question, ils me disent parce qu'on a envie d'avoir la famille chez nous, de pouvoir accueillir la famille chez nous quand ils viennent en vacances. Et alors, quand on regarde ensemble la différence de prix, parfois entre un 4 pièces et un 5 pièces, c'est 1500 shekels par mois. Et donc, multiplié par 12, c'est 18 000 shekels. Donc, je leur pose la question, est-ce que vous êtes prêts à mettre 18 000 shekels de plus par an? Ça part d'une bonne intention. Je comprends tout à fait qu'on a envie d'inviter sa famille quand il vient en Israël. Mais quand même, il faut réfléchir si on peut le faire. Parce que c'est ça, en fait. Est-ce qu'on peut le faire? Parce que c'est vrai que je rencontre des familles qui ne se posent pas ces questions. Et malheureusement, parfois, ça bloque.
J'ai en tête une famille en fait que j'avais rencontrée en France, et puis après que je croise en Israël, et la question pour eux c'était la voiture. Je leur avais dit attendez avant d'acheter la voiture. Alors vous allez vous dire mais pourquoi on a peut-être besoin d'une voiture tout de suite, etc. Oui, mais la question c'est est-ce qu'on peut en avoir une? Il faut comprendre qu'en Israël, la voiture, c'est un luxe. Les voitures sont plus chères en Israël, ça c'est clair. Les voitures sont plus chères. Et donc, même si on prend en compte les droits qu'on a en tant qu'olé, donc c'est vrai que, donc si on l'achète neuf, donc il faut prendre ça en compte. Donc je reprends donc l'histoire de cette famille que j'avais rencontrée, et je leur ai dit attendez. Et puis donc je les recroise en Israël, et là je vois qu'il y a un petit souci parce qu'en fait ils commençaient à manger leurs économies à un rythme un peu effrayant, et justement c'était encore une fois la différence entre avoir une voiture et pas avoir de voiture, parce que ils avaient acheté une voiture à crédit, et puis la voiture, vous savez. En général, ça revient à peu près si on prend en compte l'assurance, l'essence, tout ce qui est entretien, carte grise, enfin équivalent, et parking, etc. On arrive en moyenne à 2000 shekels par mois. Alors ça c'est si on achète la voiture cash. Si on prend un crédit, voilà, ça dépend évidemment des moyens qu'on a au départ, mais ça peut être 800 shekels, ça peut être 1000 shekels par mois. Donc vraiment, je pose toujours la question, est-ce que vous pouvez attendre un peu? Parce que souvent, on se précipite et parfois, on n'a pas vraiment besoin. En ce qui concerne, voilà, en général, les Olim, quand ils font leur Aliyah, ils se retrouvent tout de suite donc, à faire l'Ulpan. Ils ne gagnent pas d'argent et donc il n'y a pas de rentrée. Et imaginez, donc, si vous avez des sorties de 3000 shekels par mois pendant 6 mois, c'est 18 000 shekels qui vont fondre de vos économies. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça ou non? Donc ça, c'est encore une question. Et donc, voilà, l'idée, c'est en fait de voir si on peut habiter, en tout cas au départ, dans un endroit qui est bien desservi au niveau de transport en commun. Une question qu'on me pose beaucoup par rapport à la voiture, c'est les courses. Comment on fait les courses? Eh bien, on a plusieurs possibilités. On peut faire un michloar, donc une livraison. D'accord, on peut aller à pied, on peut aller en bus et revenir à pied ou en bus et puis faire une livraison. On peut faire les courses en ligne. Il y a aujourd'hui des possibilités. Alors, parfois, ça peut être un peu plus cher. Bon, ça dépend parce qu'il y a des villes dans lesquelles les supermarchés qui sont discount donnent aussi la possibilité de faire les courses en ligne. Donc, ou alors, à la limite, on prend un taxi. Enfin, si on a une famille, en général, c'est sûr que ça va coûter moins cher que d'avoir une voiture. Et puis aussi, ça vaut le coup parce que si vous allez, on va en parler, mais de poste d'alimentation, mais si vous allez à la Macolette d'en bas, c'est sûr que ça, ou super pas loin, qui est très cher, ça risque de vous coûter beaucoup plus cher. Voilà, donc ça, c'est un petit peu les questions qu'on se pose avant de faire l'Aliyah, c'est-à-dire dans quelle ville habiter, est-ce que, enfin, au niveau du loyer, etc. Et la question de la voiture, ce sont des questions qui se posent avant l'Aliyah. Une fois qu'on a fait l'Aliyah, il y a le quotidien. Le quotidien, alors on nous pose la question, alors voilà, la vie est chère. Alors, je vous ai parlé de l'immobilier, des voitures. Et maintenant, on arrive au poste le plus évident, qui est celui de l'alimentation. Et donc, la question qu'on me pose toujours, c'est oui, mais l'alimentation aussi, c'est cher, etc. Enfin, question. Ce qu'on dit en général, c'est ça. Et auquel je réponds, mais ça dépend. Il faut faire un switch. C'est-à-dire que si on achète les mêmes produits qu'on achetait en France, ça risque d'être, on risque de payer beaucoup plus. Pourquoi? Tout simplement parce que les prix ne sont pas les mêmes. Alors, je vais prendre des exemples. Hein. Qu'est-ce qu'on compare? Parce que, d'accord, je sais les gens aiment bien comparer. Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas une très bonne idée de comparer. Mais en tout cas, si vous voulez comparer, on va comparer les tomates avec les tomates. Alors, c'est clair que les tomates en France sont plus chères que les tomates en Israël. Mais si on va comparer les haricots verts surgelés en France et en Israël, c'est sûr que c'est plus cher en Israël et c'est moins cher en France. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de comparer parce que quand vous faites votre aliyah, vous êtes en Israël et donc vous devez vivre votre vie donc avec la réalité qui est la réalité du super israélien, du marché israélien. Maintenant, une fois que vous avez ces données, qu'est-ce que vous faites? Et c'est clair qu'il faut faire ensuite
Par exemple, voilà, pour reprendre l'exemple des surgelés et du frais, c'est clair que vous allez, si vous avez l'habitude d'acheter beaucoup de surgelés en France, parce que c'est vrai que c'était moins cher que le frais, ben ici c'est le contraire et il faut switcher et essayer d'acheter moins de surgelés ou pas du tout, ou un tout petit peu, et puis passer au frais qui lui est très peu cher. Encore un autre truc pour ce qui concerne donc ce que je vois souvent chez les Olim, c'est le fromage. Le fromage, on aime bien garder ses habitudes, on achète du fromage français qui est très cher. Alors là, je dis aux gens, ne comparez pas, mais quand il s'agit du fromage, alors oui, peut-être comparer, c'est-à-dire que quand vous voyez le prix du camembert en Israël et vous convertissez, vous voyez tout de suite que il est à 7,5 € et bon, c'est un prix, voilà. Est-ce que vous avez envie de payer cette somme pour un camembert? Est-ce que vous allez acheter ça ou vous allez acheter autre chose, quel autre fromage? Et à ce propos-là, un petit truc à propos du fromage. En France, en tout cas ce qu'on m'a dit, enfin ce que j'ai compris, ce que j'ai vu, le fromage à la coupe est plus cher que le fromage sous vide, et alors que ici c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il faut aller à la coupe, hein, donc le fromage est beaucoup moins cher et par rapport au fromage sous vide, parce que certains fromages ont des prix qui sont contrôlés par l'État, le Guilboa et le EMEC, pas le Talémec. Et donc voilà, des petites choses à savoir, mais ça, justement, j'en parle un peu plus quand je fais des ateliers au supermarché aussi avec les Olim. On va en faire prochainement dans plusieurs villes d'Israël, à Tel Aviv et à Netanya notamment. Donc voilà, donc c'est des petites choses que je veux faire passer, mais qui sont importantes. Il faut faire des switches, il faut changer, parce que si on va donc faire les mêmes choses qu'on faisait en France, ça risque d'être un peu problématique. Voilà, donc ça c'était pour l'alimentation. Et ah oui, j'en profite pour vous dire que vous pouvez me rejoindre sur ma page, mon profil Facebook, hein, Valérie Alphon, Alphon avec un H, c'est un ciel bleu. Et tous les jours, je donne un truc par jour pour gérer son budget. Vous pouvez aussi me poser des questions si vous avez des questions aujourd'hui ou enfin, quand vous voulez, en message privé ou sur ma page. Et voilà, c'est comme ça un peu que je communique avec les gens. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu des postes, du poste santé, parce que c'est un poste où on se pose quand même beaucoup de questions. Et est-ce qu'il faut prendre une mutuelle? Qu'est-ce que c'est la mutuelle en Israël, etc. Donc, c'est vrai que la mutuelle ne couvre pas exactement ce que la mutuelle en France couvrait. Et il faut bien comprendre que quand on arrive en Israël, il faut choisir une coupa trolim. D'accord? Mais que pour être couvert, il faut cotiser au Bitoach Leumi. Si vous travaillez, c'est déduit automatiquement de votre salaire. Mais si vous ne travaillez pas, vous devez payer, sachant que pendant les premiers mois en Israël, vous êtes dispensé de payer la somme de 170 shekels. Donc si on ne travaille pas, hein, si on n'a pas de revenus en Israël. Ça, c'est pour le Bitoach Leumi. Maintenant, lorsque vous avez choisi une coupa trolim, donc, et donc à travers la coupa trolim, vous choisissez vos médecins. Donc, il faut savoir que si vous payez quelque chose à votre coupa trolim, il s'agit d'une mutuelle, d'une complémentaire santé. Et donc, c'est très important pour les personnes qui sont retraitées. Je pense que c'est même essentiel parce que il faut savoir aussi qu'il y a ce que ça couvre, en tout cas, ça couvre des opérations privées. Mais alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, ça couvre certaines opérations. Je ne veux pas du tout rentrer dans les détails parce que c'est pas le moment ni on n'a pas vraiment le temps. Mais sachez que ça couvre pas ce qui était couvert en France, c'est-à-dire les lunettes, les dents. C'est pas vraiment ce qu'on reçoit quand on a un complémentaire santé de la coupa trolim. En tout cas, si vous avez des questions, je vous invite à les poser sur ma page Facebook. Voilà. Maintenant, je voulais vous parler du switch qu'on fait, mais qui est un switch qui est plutôt mental, qui est plutôt comment on change dans la tête. Parce qu'en fait, le vrai changement aussi, il est là. Vous savez que
quand je rencontre les familles parfois, je les vois complètement changer. C'est-à-dire que quand ils arrivent, ils sont, tout est neuf, c'est pas toujours évident. Parfois ils ont un peu de mal, etc. Et puis au fil des mois, au fil des années, ils changent et ils deviennent différents parce que ils se sont intégrés. Pour moi, l'intégration, ça passe aussi par des changements au niveau de réflexion de ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Justement, souvent, parce que justement, on n'a pas les mêmes rentrées d'argent qu'en France, on apprend à faire la différence entre l'essentiel et le superflu. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. On n'est pas obligé d'aller tous les jours au resto pour kiffer la life. On n'est pas obligé de s'acheter des habits ou d'acheter des habits à nos enfants pour qu'ils soient heureux, qu'on soit nous-mêmes heureux. On n'est pas obligé de partir en vacances comme on pouvait le partir, partir quand on était en France, c'est-à-dire. Et donc, on n'est pas obligé de faire plein de choses. Hein, parce que parfois on n'a pas le choix, mais en fait, aller au-delà de ça, de dire oui, parce qu'on n'a pas le choix. Non, c'est comprendre que parfois, avoir moins, c'est mieux. Et ça, c'est quand même essentiel. Une fois, j'avais une famille que j'avais rencontrée et qui m'a dit la chose suivante, qui m'a posé la question suivante. Elle m'a dit quand ils venaient beaucoup en vacances en Israël. Et ils m'ont dit, mais c'est vrai qu'on a un peu des habitudes de touristes. Parce que c'est vrai, attention, quand on arrive et qu'on fait son alia pendant 6 mois, on ne travaille pas. Et donc, on est un peu en mode vacances. Alors maintenant, si on peut sortir au resto, se faire plaisir, tout ça, pendant 1 mois, parce qu'on a mis de l'argent de côté, parce que c'était prévu pour les vacances, est-ce qu'on peut le faire pendant 6 mois C'est quand même long, une période de 6 mois. Surtout qu'on n'a pas de rentrée pendant cette période-là, enfin en général. Quoique, hein, les gens qui n'ont pas d'économie, j'en ai rencontré, qui font leur alia, je leur dis, écoutez, vous savez que vous avez le salklita, hein, le panier d'intégration, évidemment, qui en général ne va pas couvrir, n'est pas fait pour couvrir toutes vos dépenses. Donc les gens qui n'ont pas d'économie, je leur dis, écoutez, si vous faites votre alia sans économie, vous n'aurez, en regardant évidemment combien allait être le salklita et combien allait être leurs dépenses, très souvent, ça ne les couvre pas. Donc il faut travailler dès le jour 1 en Israël. Beaucoup de personnes choisissent donc de faire l'ulpan tout de suite et donc de ne pas travailler, mais il faut faire attention parce que justement, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, les économies commencent à fondre au soleil, etc. Et est-ce qu'on va trouver un travail 6 mois et 1 jour après l'ALIA? Donc c'est quand même très très important de prévoir tout ça, de se dire, voilà, pendant les 6 premiers mois, quel switch on doit faire et quand on doit le faire. Donc je reviens à cette famille qui m'avait posé cette question, quand est-ce qu'on fait ce switch? Et je leur avais dit, de touristes, on va dire, à Olé, je leur ai dit, au moment où vous recevez votre Teudat Zéout, votre Teudat Olé, vous allez, il faut qu'il y ait un switch dans la tête et vous dire, maintenant, on n'est plus des touristes, c'est terminé. Et pourquoi cette famille m'avait posé cette question? Parce qu'ils avaient leurs habitudes. Ils allaient au supermarché en bas de chez eux, ils allaient beaucoup au resto, comme je vous ai dit, comme des touristes, comme des vacanciers. Donc appréhender le fait qu'en fait on n'est plus des touristes, on est des olim et c'est complètement différent. Et on doit dès le début faire des switches, que ce soit au niveau de nos habitudes. Donc, à l'alimentation, aller au supermarché, en regardant un petit peu, en essayant de comparer les prix, etc., enfin, entre les différentes marques. Une petite parenthèse, hein, je fais, donc, comme je vous l'ai dit, dans beaucoup de villes d'Israël, on organise des ateliers de gestion de budget, on organise des ateliers au supermarché. Les mairies font souvent des réunions d'information extrêmement importantes en ce qui concerne le système de santé, en ce qui concerne énormément de l'éducation. Renseignez-vous et allez-y, c'est organisé pour vous. Mettez toutes les chances de votre côté parce que c'est ça qui est essentiel. C'est-à-dire que très souvent je vois les gens qui arrivent et ils sont prêts à tout, qui vont faire toutes les démarches pour bien s'intégrer. Ils vont apprendre l'hébreu. Ils vont s'y mettre à fond. Ils vont donc faire des switches, comme je vous ai dit. Ils vont essayer de changer de mentalité un petit peu. Ils vont essayer de changer de manière de penser. Ils vont appréhender le budget. Parce que pour moi, le budget,
D'accord, c'est vrai que c'est mon métier, mais c'est quand même essentiel parce que c'est souvent là où le bas blesse. Quand je rencontre les familles en France, elles me disent souvent oh là là, c'est le nerf de la guerre. Et donc on fait ensemble donc, ce tableau de budget prévisionnel qui est quand même très 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 important à faire. Très important à faire un petit peu avant donc, de faire la LIA pour avoir une idée. Vous savez, une fois j'ai rencontré une famille en France qui n'était pas sûre de faire leur LIA. Et on a fait ensemble le tableau de budget et ils m'ont dit. Après l'avoir fait, ils m'ont dit bah, c'est bon, on part. Pourquoi? Parce que s'était rendu compte qu'ils n'avaient pas énormément de besoins, qu'ils pouvaient sortir avec 12 ou 13 000 shekels. Ils pensaient qu'ils pouvaient les gagner. On leur avait dit qu'il fallait 20, 25 000 shekels pour une famille, pour réussir à vivre en Israël. Alors que, bon, 25 000, mais c'est peut-être que si vous habitez dans une ville qui est très chère, si vous avez décidé d'avoir une ou deux voitures, si vous avez un niveau de vie assez élevé. Donc voilà. Donc il y a énormément de choses à assimiler avant de faire son alia et après avoir fait son alia. Une petite chose encore que je voulais vous dire, dont je n'ai pas parlé, c'était les écoles. Je voulais, puisqu'on parlait de coût de la vie, c'est vrai qu'en France, ceux qui mettent leurs enfants à l'école juive, bon, c'est assez cher, ça peut être assez cher. Ici, si vous mettez vos enfants dans le public, donc c'est pas très cher, c'est dans les 100 shekels par mois environ, donc c'est pas très cher. Je parle de l'école élémentaire. Et aussi, alors pour le lycée, ça dépend ce que vous choisissez comme lycée, mais c'est vrai que la grande différence, c'est en ce qui concerne la crèche, donc l'âge avant 3 ans. Il faut savoir qu'en Israël, c'est payant, même quand c'est public, entre 1800 et 2300 shekels et par mois, mais qu'en tant qu'Olim, vous avez droit à des réductions. On a droit à des réductions selon certains barèmes par rapport aux revenus qu'on gagne. Donc là, encore une fois, renseignez-vous parce que c'est très important. Et oui, aussi, il faut savoir qu'il y a donc évidemment, c'est pas dans tous les organismes que on a droit à des réductions. Donc encore une fois, renseignez-vous, parce que c'est ça en fait qui va faire la réussite de la LIA. Pourquoi est-ce qu'on fait ce webinaire? Parce que c'est une question qui taraude beaucoup les gens. Et en fait, on se rend compte qu'il faut des réponses. Et on essaye de les donner de cette manière. On en parle. Et encore une fois, je serais ravie si vous avez des questions et posez-les-moi sur ma page Facebook avec plaisir. Je voudrais vous raconter encore une histoire, une petite histoire. Ok. Alors peut-être on aura le temps de répondre aux questions, alors peut-être, si on a. Comment? Alors voilà, donc je me rappelle cette famille que j'avais accompagnée et en fait bon, ils gagnaient bien, ils vivaient bien, mais en fait ils voulaient travailler moins et pour travailler moins, il fallait apprendre à réduire leurs dépenses. Et ils ont réduit leurs dépenses. Et après, ils m'ont dit qu'ils avaient vraiment l'impression d'avoir complètement changé parce que quand ils rencontraient des amis qu'ils avaient avant, les amis leur parlaient voiture, nouvelle voiture, nouvelle montre, nouveau smartphone, vacances, je sais pas où. Et eux, ils avaient envie de parler éducation, thèmes de société, de choses qu'ils avaient apprises, de bouquins. Et j'ai trouvé ça très beau parce qu'en fait, ça prouvait qu'ils avaient fait ce que j'appelle l'alia spirituelle. Parce qu'on peut faire une alia qui reste que géographique. C'est-à-dire qu'une alia où, bon, on a fait son alia, mais on reste pareil. Et une alia spirituelle, encore une fois, je ne parle pas du tout du niveau religieux ou pas religieux, c'est pas à ce niveau-là que je me base, mais je voudrais, pour moi, une alia spirituelle, c'est une alia où on arrive à comprendre quel est l'essentiel et quel est le superflu. Alors bien sûr, c'est pas toujours facile. Bien sûr, quand on gagne le salaire minimum, c'est pas toujours évident. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à gérer un budget. Bien sûr, tout le monde ne gagne pas le salaire minimum. Ça se trouve, vous allez gagner bien plus. Et je pense que vous allez gagner bien plus parce que, plus en tout cas, parce que évidemment, ça dépend évidemment si vous arrivez à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, quel est votre parcours auparavant. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très important de comprendre comment et d'appréhender le budget même avant de faire son alia. Pourquoi? Quand je rencontre les familles,
Souvent, je leur pose la question, quand je rencontre les familles en France, dans les salons de la LIA, je leur pose la question, aujourd'hui, est-ce que vous savez combien vous dépensez par mois en alimentation? Et bien, très souvent, ils sont incapables de me répondre. Quand je leur demande combien vous dépensez par mois en vêtements, ben là aussi, ils ne savent pas du tout. Parfois, ils se disputent. C'est assez amusant parce que dans le couple, quelqu'un dit un chiffre et l'autre pour un autre chiffre. Donc voilà, donc ils ne savent pas parce qu'en fait, ils ne font pas leur budget. Alors, c'est pas trop grave en soi s'il n'y a pas de problème. C'est pas un souci. Seulement quand on arrive ici, il y a comme je vous ai dit, parfois on va gagner moins, donc ça peut poser problème. Mais aussi, il y a le problème de la langue, donc qui évidemment, si on ne comprend pas tout ce qu'on reçoit, etc., ça pose un problème, un deuxième problème. Mais c'est vrai que si on avait l'habitude de faire un budget, on n'a plus que le problème de la langue et de la compréhension du système. Mais si on n'avait jamais l'habitude de faire un budget, et qu'en plus de ça, on a le problème de la langue et de la compréhension du système, c'est encore plus difficile. Alors, ce que je propose, c'est, par exemple, d'essayer de commencer à faire un budget même quand vous êtes en France. Même si vous n'avez pas l'habitude, et même si ça vous paraît un peu bizarre de le faire, mais pour prendre l'habitude de faire un budget et de dresser un budget. C'est-à-dire, parce que peut-être que vous allez avoir besoin de le faire en Israël. Donc ça pourrait être une bonne idée, et je pense que ça pourrait vraiment vous aider. Pour reprendre encore une petite chose, donc comme on me dit que j'ai encore du temps, je voudrais aussi parler en ce qui concerne le logement. Je ne vous ai pas parlé de ce qui était Arnona et Vaad, Bait. Vous savez que, comme en France, il y a des frais, il y a des taxes. Quand on est locataire ou propriétaire, on doit payer la Arnona. Arnona, c'est la taxe d'habitation, il n'y en a qu'une seule. Si on habite, qui est une taxe d'habitation, dans le sens où c'est celui qui habite l'appartement qui la paye. Et donc, elle varie selon les villes, elle varie selon la grandeur de l'appartement. Donc, c'est un prix au mètre carré. Donc, on va dire que c'est 60 shekels le mètre carré sur l'année. Donc, en fait, c'est 60 shekels multiplié par le nombre de mètres carrés. Donc, sachez qu'en tant que Olim Hadashim, vous avez le droit à une réduction entre 80 et 90% selon les villes, de votre Arnona pendant la première année de votre Aliyah, et ce sur les 100 premiers mètres carrés. D'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça c'est important parce que je sais que c'est une info qui passe pas toujours et donc les gens ne sont pas toujours au courant, dans certaines villes, au-dessus d'un certain nombre de mètres carrés, le prix au mètre carré augmente. Donc, quand, parfois c'est 100, dans certaines villes c'est 100, dans certaines villes c'est 120. Donc, si vous ne savez pas, on vous propose un appartement à 95 mètres carrés et un autre à 105 mètres carrés. Mais dans cette ville, c'est à partir de 100 mètres carrés que le prix augmente. Eh bien, vous allez peut-être dire, oh, 105 mètres carrés, c'est pas mal, on prend, sauf que vous ne saviez pas que 105 mètres carrés, ça coûte bien plus cher que 95 mètres carrés, parce que le prix au mètre carré est beaucoup plus élevé, parce qu'on a dépassé les 100 mètres carrés. Donc ça, je vous le dis, et je vous fais passer l'info parce que j'ai eu du feedback donc, de certains Olim qui m'ont dit, bon, on ne savait pas ça. Ben oui, mais en effet, c'est pour ça que je fais passer l'info aujourd'hui. Ensuite, il y a aussi le VAD. Le VAD, c'est les frais de copropriété. Alors, ils sont plus élevés quand il y a par exemple un ascenseur. Évidemment, si vous avez choisi d'habiter dans un immeuble neuf avec lobby, concierge, enfin je ne sais pas, ça peut être plusieurs centaines de shekels par mois, ça peut être beaucoup moins. Donc avant de louer ou d'acheter un appartement, il faut bien demander combien est le VAD, combien est l'Arnona, d'accord? Parce que c'est quand même, ça peut être des petits montants ou des beaux montants, donc vous avez intérêt donc à vous renseigner avant. Vous voyez, je vous parle beaucoup de se renseigner parce que c'est essentiel et souvent, bon, on ne le fait pas parce qu'on ne sait pas et on ne sait même pas quoi demander et quelles questions poser. Donc c'est pour ça que je vous donne un petit peu une idée des questions à poser avant de rentrer par exemple dans un appartement, avant de louer un appartement ou d'acheter un appartement. Voilà, donc on a fait un petit, on a parlé logement, on a parlé Vaad, on a parlé Arnona, on a parlé alimentation, on a parlé école, on a parlé voiture, on a parlé un peu santé. Voilà, moi comme si on a un peu de, voilà, on n'a plus le temps. Bon, désolé. Alors encore une fois, donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Vous pouvez me retrouver, comme je vous ai dit, sur Facebook voilà, Valérie Alphonse, c'est un petit ciel bleu. À bientôt. Merci.